cette réflexion sur les voies d'action et d'engagement pour contribuer à reconstruire une société qui est en risque de se déliter sont nombreuses, ces réflexions. Et Dominique Quignot, dès le départ, nous invitait à rentrer dans la complexité des enjeux sans nous laisser intimider justement par cette complexité. Au cœur de ces réflexions, évidemment, l'action politique, celle qui a la charge en partie au moins d'organiser et de conduire la vie en société. Dans les ateliers d'hier, on vient de l'entendre, beaucoup de propositions, beaucoup d'énergie, beaucoup de désir de s'engager et peut-être des idées, comme le disait Alban, pour faire une saine et fraternelle pression sur les élus. Mais ces élus, justement, comment est-ce qu'eux-mêmes vivent leur mission? On sait que l'action politique aujourd'hui, elle est souvent décrédibilisée. Alors, soit par défaitisme, avec cette idée qu'on ne peut rien changer au système parce que de toute façon, ça dépasse tout le monde et c'est les grands enjeux financiers qui dirigent l'ensemble, soit par soupçon quelquefois d'être au service d'intérêts particuliers plutôt que de l'intérêt général. Et en même temps, dans ce climat un peu de défiance ou d'interrogation, on voit bien, ce sont les élus locaux en particulier qui recueillent le plus de coefficients de confiance de la part de nos concitoyens, peut-être parce que précisément ils voient au quotidien les effets concrets de cette action. Alors merci à nos trois invités d'être là pour en parler. Marie-Guide Dufay, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci d'être venue et d'avoir réussi à gagner nos studios franciliens pour participer ce matin. À vos côtés, François Garet, le maire des Mureaux dans les Yvelines. Bonjour. Merci d'être là également. Et puis Alban l'a dit, Alice Lemoal, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint de Clichy-la-Garenne et aussi secrétaire général adjoint du MoDem. On va vous entendre tous les trois. On va débattre aussi et puis recueillir toutes les questions que les participants voudront vous poser. Mais d'abord, je propose que chacun d'entre vous nous donne un petit propos liminaire sur votre engagement, votre action, votre vision de ces enjeux. On va commencer avec vous, Marie-Guide Dufay. Donc je le disais, présidente du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. C'est peut-être une de ces réalités politiques qu'on a du mal à percevoir comme simple citoyen, de savoir au fond le Conseil régional, qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Vous avez un long engagement politique dans la ville de Besançon, engagé au Parti socialiste, avec un tropisme économique et social dans différentes responsabilités, depuis le Centre communal d'action sociale de Besançon jusqu'à la banque d'investissement. Parmi vos combats, la promotion du droit des femmes, la transition écologique par exemple, et puis l'économie sociale et solidaire. Vous êtes vice-présidente de l'Association des régions de France et présidez justement cette commission sur l'économie sociale et solidaire. Alors votre engagement, votre action, votre vision de tous ces enjeux, on vous écoute. Merci. J'y reviendrai effectivement sur la région qui, par nature, paraît très très loin des concitoyens. Moi, c'est par l'action associative que j'ai démarré une forme d'engagement collectif du fait de la conscience des inégalités dans notre société. Ça a été vraiment l'investissement dans des associations à caractère social, puis petit à petit l'investissement militant au Parti socialiste. Je suis toujours au Parti socialiste, même si on ne sait pas trop où est le Parti socialiste aujourd'hui. Et puis, peu à peu, la responsabilité politique, et ça fait 25 ans que je me définis comme une cheville ouvrière de l'action publique. Mais j'ai été très très marquée pour cet engagement dans la responsabilité politique par une rencontre, une amitié, une admiration pour une personne. C'est souvent comme cela que ça marche. Cette personne, c'est Paulette Guinchard-Kunstler, qui a été la ministre de Lionel Jospin pour les personnes âgées et qui a été la figure lumineuse de l'action publique, avec sa sincérité, avec sa modestie, avec sa force de conviction humaniste. Et ça, ça marque. Et après, on se dit plus, l'action politique, l'action publique, ça sert ou ça sert pas. On sait que ça sert. Donc effectivement, à la ville de Besançon, plutôt sur les questions sociales, puis petit à petit à la région sur les questions économiques, je vais y revenir. Et pour moi, c'était l'occasion de joindre la question sociale et la question économique qui sont complètement liées. L'une ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de développement économique
sans développement social, et on ne peut pas traiter les questions sociales sans traiter les questions économiques. Donc pour moi, c'était un vrai complément. Et puis après, il y a le hasard qui fait que j'ai succédé au président Raymond Forny, qui est décédé en cours de mandat. Alors ça fait 25 ans que je suis là-dedans, non pas dans la région, mais dans l'action publique. En 25 ans, la société, les questions d'inégalité, d'exclusion, elles nous frappent à la figure, de façon encore plus forte, ce qui peut être désespérant. Moi, j'ai surtout le sentiment qu'on a une société qui est fragmentée avec plein d'îlots. L'îlot générationnel, l'îlot culturel, l'îlot géographique. Puis que tous ces îlots, ils ne correspondent pas vraiment, ils ne s'écoutent pas, le poids des réseaux sociaux par-dessus tout ça, alors qu'en même temps, il y a des initiatives partout. Des initiatives de solidarité, des initiatives autour aussi de la question centrale de l'écologie, et que ces initiatives, elles viennent beaucoup, des associations, et je pense que tous ceux qui nous écoutent font partie des personnes engagées dans ce mouvement associatif, dans ce mouvement collectif, et je voudrais les saluer et les remercier, parce que j'ai conscience que sans cet engagement collectif, le tissu social, il explose, et c'est que c'est cet engagement collectif qui maintient encore notre tissu social. Alors, la région dans tout ça, la région qui paraît très très loin pour les concitoyens, c'est vrai, les collectivités, qu'elles s'appellent communes, départements, régions, ont des compétences qui leur sont données par la loi. Et elles doivent faire avec ces compétences. Et par rapport au sujet qui nous importe, les solidarités, la société qui s'effrite, on peut se dire, la région, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? C'est vrai qu'elle n'a pas de compétences en matière de solidarité. C'est le département qui a une compétence en matière de solidarité. C'est la commune. Néanmoins, je voudrais vous donner quelques exemples vraiment très rapides pour bien vous situer comment, effectivement, l'action politique peut jouer à travers tout ce que nous ressentons dans la société. Premièrement, la question des fractures sur le marché du travail. Elles sont énormes. Il y a ceux qui s'en sortent, ceux qui ne s'en sortent pas, ceux qui sont exclus du marché du travail, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont broyés par la mondialisation, ceux qui en profitent, ceux qui sont protégés. Et la région, dans sa compétence économique qui lui a été donnée par la loi, travailler avec les entreprises pour favoriser le maintien des emplois, la création des emplois, elle a une compétence qui est extrêmement importante, c'est la question de la formation. Et la formation, pour moi, je la vis dans la collectivité que je préside, pas simplement pour améliorer la qualification, qui est absolument nécessaire, parce qu'aujourd'hui, on dit l'emploi disparaît, notamment l'emploi industriel. Nous sommes une très grande région industrielle en Bourgogne-Franche-Comté. L'emploi, il a été percuté, effectivement, par les vagues de délocalisation. Néanmoins, il est là, il est encore là. Il peut se fortifier si on veille à fournir les compétences qui sont et à travailler les bonnes compétences. Mais ce qui m'intéresse, c'est de travailler aussi à des expérimentations qui permettent de mieux protéger par la formation les hommes et les femmes. Mieux protéger, parce que, vous voyez, en 1945, au sortir de la guerre, on a mis en place la sécurité sociale, pour protéger les uns et les autres des aléas, de la maladie, de la vieillesse et tout. On n'a encore pas mis en place, et on pourrait quand même y travailler, une sécurité sociale professionnelle. Mais ça existe de plus en plus. Il y a 10 ans, lors de la grande crise de 2008, les entreprises se retrouvent tout d'un coup, du jour au lendemain, sans carnet de commandes. Eh bien, dans notre région, grâce à une coopération, et ça, c'est fondamental, le principe de coopération, région, partenaires sociaux, État. Nous avons mis en place un système expérimental où les salariés, c'était pas 10, 20, 30, c'était 15 000 au total, sont restés dans leur entreprise, qui n'avaient plus de carnet de commandes, ont bénéficié de l'équivalent de leur salaire par toute une expérimentation que nous avons montée et se sont formés pendant le gros de la crise. Et après, elles retrouvent le fonctionnement ordinaire dans l'entreprise et l'entreprise retrouve des compétences accrues et tellement tout le monde s'y retrouve. Et je me souviens à ce moment-là avoir vu des salariés ayant bénéficié de ces formations, mais vraiment les larmes aux yeux parce qu'ils avaient découvert tout simplement
la liberté qu'apportait la formation. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Je pourrais parler, toujours sur ce registre, du travail, de l'appui très fort que nous faisons dans notre région à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et je pense à deux secteurs capitaux. Le secteur qu'on appelle des entreprises d'insertion par l'activité économique, qui sont portées la plupart du temps par des associations et qui ont un postulat, ces entreprises, c'est que personne n'est inemployable. Eh bien, ça, il y a des bénévoles derrière. S'il n'y avait pas ces bénévoles, ces entreprises ne fonctionneraient pas. Elles sont indispensables. On n'a pas trouvé mieux jusqu'à maintenant pour remettre au travail des personnes qui en sont très très loin. Deuxième secteur sur lequel je suis très très attentive dans ce domaine de l'économie sociale, c'est le secteur de l'aide à domicile. Nous sommes la seule région à mettre en place un financement particulier complémentaire en fonction des formations qui sont mises en place à ce secteur. C'est un secteur qui est essentiel pour venir aider les personnes en situation de handicap, de maladie, les personnes dépendantes. C'est un secteur essentiel pour la vie. Il est mal considéré, mal rémunéré. C'est une honte, hein. Et c'est un scandale public d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'associations derrière, et là, elles ne peuvent pas tout faire toutes seules. Elles sont financées par les départements, par l'assurance maladie, par les caisses de retraite. Mais il y a un moment, compte tenu du service public qu'elles rendent et qui est si essentiel, voilà, le pouvoir public devrait être un peu plus présent. Ça, c'est le côté économie, hein, puisque c'est une grande compétence de la région, pour vous dire un peu que la région, elle est pas loin de nos préoccupations. Deuxième élément, je voudrais insister sur une fracture, alors là, qu'on ressent très très fortement dans notre région, c'est la fracture territoriale. Parce que en Bourgogne-Franche-Comté, région très industrielle, hein, Sochaux, le Creusot, on est aussi une région très rurale. Et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent? C'est ce sentiment d'abandon des populations qui pensent que parce qu'elles sont en milieu rural, sont abandonnées. Elles le pensent. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? C'est vrai que les commerces disparaissent, c'est vrai que les médecins sont difficiles à trouver, c'est vrai qu'il y a une énorme question autour des transports et que chacun se sent prisonnier, hein. Donc la question des transports et des mobilités, elle est très très importante. Souvenez-vous, la crise des Gilets jaunes, c'est quand même parti de là, hein. L'augmentation du prix de l'essence, et puis le fait effectivement de ne pas y arriver, mais essentiellement parce qu'il y a des problèmes de mobilité quand on habite en milieu rural pour rejoindre la ville, pour rejoindre les commerces, pour rejoindre le travail. On a mis en place dans notre région une expérience qui est unique, non? Je crois que Hauts-de-France l'a fait aussi, mais d'une façon un peu différente. On a mis en place un ticket mobilité pour les salariés, comme un ticket restaurant. On a négocié, là aussi, c'est de la coopération avec les chefs d'entreprise pour que les salariés qui sont obligés de prendre leur voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun là où ils habitent, eh bien, soient aidés, comme les salariés qui, eux, sont aidés par leurs employeurs parce qu'ils prennent le train, ils prennent le bus et que la loi, effectivement, elle permet aux employeurs de prendre en charge une partie de ces frais-là. Mais dans les campagnes, personne ne prend ça en charge. Bon, la région, elle a mis en place ce ticket mobilité financé à moitié par la région, à moitié par les entreprises. Mais sentiment d'abandon, réalité de l'abandon, je ne sais pas. Il y a une réalité, mais il y a une fracture numérique qui est en train de se résorber. Ça, c'est très très important. Parce que moi, je pense que le monde de demain, auquel on pense à la sortie de cette immense crise que l'on connaît. Dans ce monde de demain, je pense que les territoires ruraux auront largement la place, parce qu'on aura redécouvert la qualité de vie qu'il y a, l'harmonie, la paix, à condition effectivement que les services dont on a besoin soient accessibles le plus possible. Mais c'est aussi dans ces territoires-là que je vois des maires
mais se livrer à des expérimentations, des mesures extrêmement innovantes dans tous les domaines, que ce soit les domaines de la solidarité, les domaines de l'écologie, des maires qui arrivent à faire de leur commune des communes autonomes au niveau énergétique, qui mettent en place des entreprises, des circuits courts de producteurs locaux, et puis tout un écosystème autour de la production locale se met en place. Il y a de l'innovation partout. Ne désespérons pas des campagnes. Et j'ai un exemple très clair à propos des campagnes, et qui nous renvoie à une question brûlante, qui est la question des migrants. Dans ma région, il y a la commune la plus froide de France, hein, on le dit tout le temps, Mout, dans le Doubs. Hein. Oui, effectivement, il y fait froid, mais c'est magnifique, hein, c'est le pays du ski nordique. Eh bien, dans cette commune, il y a eu une mobilisation à 100% des habitants pour accueillir, il y a 5 ans, une famille très nombreuse de migrants irakiens. Les grands-parents, les parents, les neveux, les cousins, au bout de 5 ans, l'intégration est totale, parce que de solidarité en solidarité, il y a eu le logement de trouver, le véhicule de trouver, le français appris et le travail au bout du compte. Donc, et ça se passe au plus profond d'une commune rurale. En plus, la plus froide de France. Bon, c'est pour ça, il faut aussi ne pas désespérer, quoi. Il y a trop de morosité dans l'air aujourd'hui, dans les témoignages qui viennent, c'est souvent des témoignages négatifs. Autre fracture sur laquelle je voudrais arriver, l'écologie. C'est pas une fracture, l'écologie, c'est une priorité. On doit absolument tout faire pour que la France elle contribue très fortement à la réduction des gaz à effet de serre. Mais si on n'y prend pas garde, on peut avoir une fracture sociale. Parce qu'il faut aussi que les plus précaires de nos concitoyens soient vraiment mis dans le coup et que des mesures ne se montent pas qui ne soient pas accessibles à une frange de la population. En région, nous sommes très très mobilisés pour ce qu'on appelle la question la résorption des passoires thermiques, hein, l'isolation des logements, et là aussi en coopération étroite avec les communes, nous avons mis en place un service public qui s'adresse d'abord aux plus modestes pour que les plus modestes non seulement soient aidés en conseil, mais aidés dans les travaux, qu'il y ait une caisse d'avance pour leur éviter de négocier des pré-relais avec les banques. Mais tout ça se fait en lien avec les communes. Et ce principe de coopération, il est vraiment très 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 important. Et malheureusement, c'est vrai qu'il est mis à mal aussi par une difficulté qu'on voit de plus en plus prégnante dans notre société de débattre sereinement, d'accepter les arguments de l'autre. Des sujets anodins deviennent des sujets de fracture. Hein. Donc je ne veux pas parler de l'immense fracture que nous venons de connaître à Conflans, mais dans nos actes quotidiens, on ne peut pas parler sereinement d'alimentation locale, de paysans, d'évolution du modèle paysan, sans qu'on s'affronte. Il faut revenir à un principe de bienveillance et pas de méfiance a priori. Je voudrais terminer, parce que je pense qu'on me dit que j'en ai plus pour longtemps, en parlant de la fracture des fractures qui nous concernent, les élus. Ce qui est le plus difficile parce que je pense que je suis partagée, dans ma charge, c'est effectivement de sentir cette méfiance envers l'action publique. Mais qu'est-ce que vous faites dans l'action publique? Qu'est-ce que vous faites en politique? Vous avez l'air assez sincère, vous. Hein, vous avez l'air assez intéressante. Qu'est-ce que vous faites dans ce bastringue? C'est oublier que la politique, c'est le souci de l'intérêt général. Sinon, c'est la somme des intérêts individuels, c'est la jungle. Bon, donc il faut qu'on se mobilise pour qu'il y ait plus d'espace où les citoyens puissent dialoguer avec les dirigeants politiques. Nous avons mis en place dans notre région des conventions citoyennes. Hein. Bon, on parle beaucoup de la convention citoyenne de Macron et de l'écologie. On en a mis en place, et à l'issue de ces travaux-là, les citoyens nous ont remerciés en disant « Enfin,
on est reconnu. Donc il y a plein d'espaces à trouver, de liens. La tâche politique est difficile parce que cette méfiance, c'est vraiment très très dur à supporter, mais en même temps, on a pour nous nos convictions et notre souci du bien public. Merci d'abord de votre enthousiasme et puis pour ce propos à la fois sur les lieux d'engagement possibles et nécessaires et puis les fractures que vous avez relevées qui nécessitent précisément un engagement d'autant plus fort. Alors ne pas désespérer des campagnes, ne pas désespérer des villes non plus. Je vous propose que, avant de débattre tous ensemble, nous écoutions maintenant votre voisin François Garret. Vous êtes, donc je le disais tout à l'heure, maire des Mureaux, vous avez été réélu avec près de 59% des voix pour votre 4e mandat actuellement. On peut le dire, vous avez commencé dans l'équipe du maire communiste, ensuite vous avez été élu socialiste et puis vous êtes aujourd'hui divers gauche. C'est donc pas l'étiquette qui vous importe le plus, mais bien l'action. Alors je vais vous énerver tout de suite en parlant des Mureaux. Les Mureaux, c'est la première visite de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur, la visite du président Macron début octobre pour annoncer la loi contre les séparatismes. C'est une ville avec 5 grandes cités, un taux de chômage à 19% contre autour de 10% sur le territoire national, plus de 30% de pauvreté chez les moins de 30 ans. On imagine bien les difficultés auxquelles vous confrontez. Mais avant que vous vous énerviez vraiment. Évidemment, les Mureaux, ça ne se résume pas à ces questions-là. Le désespoir, la radicalisation ne sont pas une fatalité et c'est notamment le propos que porte le maire de la ville. C'est votre conviction, c'est ce que aussi vous voulez mettre en œuvre comme action politique. La commune, elle est connue pour son fort communautarisme religieux, mais précisément, vous voulez en faire aussi un moyen de mettre les gens ensemble au service du bien commun, favoriser l'aptitude de tous à vivre ensemble, créer du lien entre ces communautés. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme difficulté, bien sûr, mais aussi comme priorité pour l'engagement de tous? Qu'est-ce que vous faites, vous, et qu'est-ce que vous attendez de nous? Écoutez, tout d'abord, dans le propos, j'ai bien entendu ma voisine qui était très active, etc. Moi, je suis natif des Mureaux, j'ai 71 ans, j'ai toujours vécu dans ma ville. Donc c'est important aussi de voir un petit peu ce temps passé et voir exactement ce qu'il y a eu. C'est vrai que nous, on est une ville un peu particulière, on est une ville de provocateurs, on est une ville d'excellence, on est une ville de contradiction. Et si vous voulez, les Mureaux, c'est une ville qui a été très liée à l'aéronautique. C'est pour ça que d'ailleurs on a le lanceur Ariane qui est fabriqué, qui est intégré aux Mureaux. Mais par contre, notre ville a beaucoup changé quand il y a eu l'implantation de Renault Flain. On est en 54, on est passé de 6 000 salariés, 6 000 personnes habitant aux Mureaux à 32 000. Et d'ailleurs, quand je parle de Renault Flain, il y a 48 heures, nous en parlions, et d'ailleurs, on parlait de développer une économie circulaire chez Renault Flain, et donc avec M. Senard et le nouveau directeur, M. Lucas Dimio. Alors, si vous voulez, cette ville, c'est particulier aussi, c'est qu'on a vécu, sur les 50 dernières années, tout ce qui a été vécu en France, en tant que tel. Tout ce qui a été vécu en France. Alors, quand je dis tout ce qui a été vécu en France, premièrement, il y a eu tout ce qui était... À un moment donné, dans les années 70, on n'avait pas de problème. Les entreprises fonctionnaient, Renault Flain était à 22 000 salariés, maintenant ils ne sont plus qu'à 3 000 salariés. Donc ça veut dire qu'à côté, il y avait ce qu'on appelait aussi le bien-être social. Quand a été construite l'ensemble des cités sur les Mureaux, c'était par rapport quand on prend 50-60, par rapport à 45, c'était un mieux social d'habiter ces cités. On trouvait... Je veux dire, on retrouvait la douche, on retrouvait le chauffage, et c'était un mieux social. Et en plus, dans ce mieux social, pour une entreprise comme Renault Flain, il y a tout un ensemble qui venait de gens de province. Par exemple, des gens qui venaient de la région du Mans, d'autres qui venaient du Creusot, où il y a les coqs en tant que tels, par rapport au rugby, etc. Et à un moment donné, dans les années 70, il y a eu une modification, suite à 68, une modification donc, de la main-d'œuvre est arrivée. D'abord de l'Europe, de la main-d'œuvre des Portugais, ensuite l'ex-Yougoslavie, ensuite il y a eu l'arrivée aussi de tout un ensemble de populations du Maroc ou aussi de l'Afrique. Et c'est vrai que tout cela, je dirais, à un moment donné, a vécu
les uns à côté des autres ou les uns avec les autres. Et sans se rendre compte qu'à un moment donné, il y avait aussi des sujets qui allaient se passer quand on fait un parcours de vie, n'importe où que ce soit. Bien évidemment, on a des enfants, on a des petits-enfants, et puis ils vont faire un parcours de vie. Et c'est vrai que dans ce parcours de vie, si vous regardez, dans les années 70, ce sont des gens qui arrivaient, qui avaient entre 20 et 30 ans. Mais à un moment donné, on ne s'est pas posé la question de savoir quelles seraient les évolutions et comment nous pourrions vivre tous ensemble. Et c'est quelque chose qui a été très très marqué et très marquant. Alors si vous voulez, par rapport aussi au fait de cette mosaïque de population, au fait, je dirais, de tous ces gens qui habitaient, la question qui est posée, la question fondamentale, je pense qu'à un moment donné, on ne s'est pas rendu compte, dans les années 74, comment progressivement on a mis de côté tout ce qui faisait les valeurs de notre pays, sans s'en rendre compte. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je suis maire, je suis dans une cité, et pas des cités. Et la cité, ce sont des citoyens qui habitent la cité. Et donc on est le plus petit maillon d'un pays. On est 36 000 communes. Et ce plus petit maillon de 36 000 communes, qui est la commune, nous sommes dans une république, c'est important, une république laïque, dans laquelle il est dit, qu'est-ce que c'est la laïcité? C'est aussi à chacun d'avoir sa liberté de croire ou de ne pas croire, mais par contre, on doit tous se respecter. Et c'est ça le principe de la laïcité. Ensuite, il y a les mots liberté, égalité, fraternité. C'est aussi comment on les applique sur la cité, mais comment on les applique dans notre pays. Et c'est vrai que normalement, on a une unité par rapport à un drapeau. Donc moi, je suis quelqu'un d'hiver gauche en tant que tel, donc je peux dire une unité par rapport à ce drapeau, et une unité aussi d'identité par rapport à un pays. Et si vous voulez, on ne s'est pas rendu compte qu'on a changé plein de choses à partir des années 70. On a changé tous les temps d'âge. Tous les temps d'âge. Avant, c'était la règle des 7. 0,7 ans. 7 ans, 14 ans. 14 ans, 21 ans. On a changé le temps d'âge. On a dit, maintenant, c'est 21, on passe à 18 ans. Un changement fondamental. Sans qu'il y ait derrière quelque chose qui signifie le changement d'âge. Et comment on passe de l'adolescence à l'adolescence. Deuxièmement, aussi, on a changé les temps d'âge au niveau de l'école. 6-16 ans. Et maintenant, c'est 3-16 ans d'école obligatoire. Mais quand on a changé ces temps d'âge, on ne s'est pas préoccupé que le temps de l'école obligatoire n'était que de 850 heures par an, alors que nous sommes en vie 24 heures sur 24 et 7800 heures par an, et on est debout entre 4000 et 6000 heures. Et 850 heures pour les 6-16 ans, ce n'est jamais que 12% du temps. Et donc, il y a toute la partie externe. Et c'est pour cela, quand je parle volontairement de dire il y a 850 heures et les 4000 heures qui sont en dehors, c'est tout ce que sont les structures qui vont vous faire un parcours de vie. C'est la famille, c'est le milieu associatif, éventuellement aussi, c'est les parties religieuses, aussi, ou pas. Mais c'est le milieu associatif sportif. Et c'est ce qui fait le parcours de vie pour que vous deveniez un adulte à un moment donné. Et donc je pense qu'on ne s'est pas rendu compte, quand on a changé tous ces temps d'âge, quand on a changé aussi tout un état d'esprit dans lequel je pense qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on avait supprimé tout ce qui était le parcours initiatique. Et je le dis d'autant plus que moi je ne suis pas religieux, mais toutes les religions ont un parcours initiatique. Et la République a enlevé ce parcours initiatique. Elle l'a enlevé. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, à 16 ans, on a ces droits qui changent. À 18 ans, on devient normalement adulte. Et on devient citoyen électeur, ou pas. Donc c'est comment ce parcours entre 0 et 18 ans, c'est comment on le construit. Et comment on lui donne dans notre République des temps. C'est pour cela d'ailleurs que dans ma ville, j'ai mis un conseil municipal des jeunes. Un conseil municipal des jeunes qui est élu par l'ensemble des écoles primaires publiques et privées. Parce que chacun, en dehors du temps de l'école, est un citoyen de la ville. Deuxièmement, j'ai mis aussi un conseil des jeunes, pour aller jusqu'à 18 ans. J'ai travaillé aussi, et nous avons travaillé à 18 ans, pour faire un passeport citoyen, pour tous ceux qui avaient 18 ans. Donc, si vous voulez, il y a tout un ensemble d'éléments
à construire. Et je pense qu'aujourd'hui, notre responsabilité à tous et à toutes, c'est de travailler sur 4 termes. E-E-A-A. Donc vous allez dire, qu'est-ce qui lui prend? E-E-A, E comme éducation. Mais quand je dis éducation, c'est sur l'ensemble de sa vie. Parce que l'éducation ne s'arrête pas uniquement au temps de l'école. C'est toute sa vie. Même, éventuellement, quand on est à 80-90 ans. C'est le travail éducatif. Le deuxième terme du E, c'est l'éthique. Et volontairement, j'utilise le terme éthique et je n'utilise pas le terme moral. La morale, je la laisse à d'autres. Mais l'éthique, c'est une notion forte pour notre République laïque, qui est une notion comportementale, globale et de respect par rapport aux autres. Les 2 autres termes qui sont importants, c'est l'autonomie. Mais l'autonomie dans la vie, c'est éventuellement tous les outils qui vous permettent d'être autonome. Et tous les outils, c'est aussi ces notions d'indépendance, ces notions d'éducation, ces notions éventuellement d'épanouissement personnel. Mais ceci, l'autonomie ne va pas sans activité. Et l'activité, aujourd'hui, c'est quelque chose où progressivement, dans notre société, et dans notre société dans laquelle, justement, c'est pour ça que je suis quelqu'un, je ne suis pas du tout un marxiste, éventuellement quelqu'un qui veuille un système organisé autour de dire on pourrait avoir pas de privé, etc. Non. Aujourd'hui, c'est la question qui est posée, c'est comment je suis capable de donner de l'activité à chacun pour qu'il puisse être autonome. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est quelque chose qu'on a complètement abandonné, qu'on a complètement laissé de côté. Et d'ailleurs, il y a un terme qui a été utilisé dans les années 60, et j'en discutais fréquemment avec mon amie Catherine Tasquin. On était très attachés à l'éducation populaire. Et cette notion d'éducation populaire, quelle qu'elle soit, que ce soit les centres de vacances, que ce soit les scouts, que ce soit éventuellement d'autres organismes, l'éducation populaire, c'est quelque chose aussi qui permet, en dehors du temps de l'école, de se former. Et c'est vrai que cette éducation populaire, on l'a progressivement abandonnée. On l'a progressivement abandonnée, et à un moment, ça revient. Mais on l'a progressivement abandonnée. Et ça, c'est important de voir là où nous en sommes arrivés. Là où nous en sommes arrivés, et c'est amusant, donc dans ma ville, au Mureaux, bien évidemment, vous parliez de quartiers paupérisés, vous parliez éventuellement de personnes en inactivité. Je ne parle pas, moi, d'insertion, je parle de mise en activité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, on n'a créé que des structures pour compter les demandeurs d'emploi. Et jamais on a essayé de travailler sur la mise en activité, mais réelle. Jamais, par exemple, je vais vous citer encore des exemples, il y a plein de jeunes qui veulent faire de l'apprentissage. Moi, j'ai simple, 36 000 communes, 50 à 60 000 structures autour de l'État, 3 apprentis, ça fait 200 000 presque. J'aimerais bien qu'on me dise aujourd'hui, toutes ces structures, que ce soit les communes, que ce soit... Je posais la question d'ailleurs, je m'amuse toujours quand je vois les présidents de la République venir chez moi, etc. Combien vous avez d'apprentis chez vous? Monsieur le préfet, qui aujourd'hui est occupé, Jean-Jacques Brouille, il va me provoquer. C'est vrai, je lui dis, mais combien vous avez d'apprentis chez vous? À un moment donné aussi, il y a une responsabilité aussi de nous tous adultes, de savoir ce qu'on veut véritablement par rapport à la jeunesse, comment elle rentre. Moi, aujourd'hui, j'ai fait des études supérieures, je suis mathématicien à la base, etc. Mais, si vous voulez, moi j'ai des copains, à l'époque c'était 14 ans l'école obligatoire. J'ai des copains qui quittaient à 14 ans l'école obligatoire, avec le certificat d'études ou pas. Mais immédiatement, on pouvait rentrer dans le monde de l'activité. Sauf qu'aujourd'hui, le monde de l'activité n'est pas agile et n'est pas souple sur ce sujet-là. Mais il n'est pas souple et pas agile parce qu'on ne s'est pas rendu compte comment on a créé une culture, justement, de dire je n'ai pas à perdre de temps avec une génération qui pourrait éventuellement demain être et me remplacer.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait tout un ensemble, des centres d'apprentissage, il y avait des entreprises même dans lesquelles on a fait des lois sur la formation professionnelle, etc. Beaucoup d'entreprises les ont utilisées, pas nécessairement pour éventuellement mettre le pied à l'étrier à des jeunes. Vous savez, j'aimerais bien qu'à un moment donné en France, on prenne entreprise par entreprise et de savoir dans les entreprises le nombre de salariés de moins de 18 ans, de 16-18 ans, c'est l'apprentissage, le nombre de salariés de moins de 21 ans, et ensuite les parcours de ceux qui ont 16-18 ans. Souvent, je m'amuse à provoquer. J'ai en face de moi des gens qui ont fait des grandes écoles. Mais écoutez, nous au Mureau, on a la chance. On a HEC, Hautes Études Communales des Mureaux. C'est vrai. C'est aussi bien que toutes les autres. On n'a pas un TOEIC supérieur à 850. Mais c'est comment? On essaye aussi qu'on ait des TOEIC à 850, même si on est peintre au plombier. C'est important. C'est pour ça que je veux créer une école de langue. Donc, si vous voulez, je pense que ce sujet, quand même, est très important d'un changement et d'une mutation culturelle, et véritablement aussi d'une notion dans laquelle c'est qu'on doit tous se tendre la main et tous essayer de faire quelque chose. Alors, le point aussi qui me semble important par rapport à mon propos, c'est amusant parce que j'ai un habitant du Mureau qui a en charge beaucoup de salles de spectacle en France, des grandes salles de spectacle. Et en plus, souvent, qui est dans le milieu et qui produit des artistes, il me dit, tu sais, le changement fondamental qu'il y a eu par rapport à avant, c'est que quand j'organise un spectacle, je sais quel est le groupe de personnes, il dit même quelle est la tribu qui va venir, comment ils vont fonctionner, etc. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, je vais terminer mon propos là-dessus, on s'est tribalisé. La France est un pays cloisonné. Et quand je dis cloisonné, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Tout à l'heure, ma collègue précisait que, par exemple, il y a les notions rural-urbain. J'ai participé à des réunions sur les Gilets jaunes, j'ai été invité par M. Édouard Philippe avec 8 autres maires. Et là, je me rappellerai toujours, il y avait la maire de Pontivy qui expliquait. Par exemple, moi, par contre, au Mureau, je n'ai pas eu de problème de Gilets jaunes. Donc ça veut dire qu'on ne ressentait pas la même chose dans les villages. Et donc, si vous voulez, cette tribalisation, ce cloisonnement de la France, si on continue, et c'est là le danger aussi de tout le numérique, etc., c'est qu'on peut intensifier. Par exemple, on se gargarise du télétravail. Je dis que c'est bon, mais faisons attention. Le télétravail, il est fait pour les cols blancs. Il n'est pas fait pour les cols bleus. Et je finirai mon propos par rapport à ce que vous aviez dit, par rapport aux présidents, etc., qui sont venus. J'ai eu 12 visites de président de la République, 88 visites de ministres, un conseil interministériel avec Manuel Valls, 2 visites de commissaire européen, Michel Barnier ou Pierre Moscovici, donc je ne vais pas vous citer. Et souvent, on me dit, mais pourquoi ils viennent chez toi, quoi? Ben, je pense que nous, on est une ville à solution. Et la dernière interview, un entretien de M. Macron qui est venu pour le séparatisme, c'est parce qu'au départ, il devait aller sur d'autres villes plus sensibles, malgré que nous, on soit une ville sensible, parce que moi, j'ai eu un de mes policiers qui a été tué, Jean-Baptiste Salvin, avec sa femme, Jessica. Et donc, si vous voulez, nous, on n'est pas dans la notion de l'immobilité, dans le négativisme, on est plutôt dans la construction d'une unité, et sur aussi quelque chose qui est important, c'est comment on travaille à cette notion de décloisonnement, et surtout comment on amène sur une notion qui est forte, c'est la règle, prévention, dissuasion, répression, sanction et après-sanction, qui font un tout, mais ce n'est pas uniquement pour de la délinquance, c'est toutes les notions de délinquance, et c'est important, si on veut une unité, c'est comment on retrouve une identité initiatique par rapport à notre pays.
Merci pour tout ça, François Garret, avec cette invitation forte à tisser des liens. Le pape François dirait des ponts entre ces différents îlots dont Marie-Guide Dufay nous parlait aussi. Alors, Alice Lemoal, c'est à vous. Je le disais en vous présentant tout à l'heure, vous êtes maire adjoint de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes conseiller départemental du canton de Clichy et puis secrétaire général adjoint du MODEM. Alors vous connaissez bien les différentes réalités parce que au départ, vous êtes originaire de Bretagne, vous avez fait vos études à Bordeaux, vous êtes diplômé en relations internationales et vous avez travaillé pendant presque une décennie au sein d'ONG, d'associations en Afrique de l'Ouest et puis en Haïti notamment, en matière de solidarité internationale, lutte contre la précarité, soutien aux personnes handicapées. Vous êtes engagé au MODEM depuis 2012 et donc particulièrement impliqué sur les thématiques sociales, l'inclusion des personnes en précarité ou porteuses de handicap, les questions d'enfance et d'éducation aussi. Ça rejoindra peut-être le propos de M. Garret qu'on vient d'entendre. Et puis toutes les politiques publiques de solidarité. Alors je propose que comme vos deux co-invités, on vous écoute et puis après on discutera tous ensemble. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs qui nous regardez depuis chez vous. Je suis très heureuse de participer à ces temps d'échange. Alors, effectivement, moi, je voulais vous parler de plusieurs points et en particulier, et ce sera à la fin de mon propos plutôt la question de, effectivement, quels outils, quels leviers on peut utiliser, nous, les hommes et femmes politiques, pour obtenir des résultats. Mais avant ça, je voulais revenir sur un point, et vous l'avez dit, Madame Dufay, tout à l'heure, la question des îlots. Je pense que nous tous qui sommes engagés dans des territoires, on le constate et on le vit et on le sent. Et ça a été très bien décrit par Jérôme Fourquet dans son livre L'Archipel français, que évidemment je recommande à votre lecture. Il parle effectivement, et vous l'avez tous les deux dit finalement, de lignes de faille éducatives, géographiques, sociales, générationnelles, idéologiques, ethnoculturelles. En gros, c'est les fractures entre les riches, les pauvres, les jeunes, les personnes âgées, les LGBT, les urbains, les ruraux, les diplômés, les personnes en échec scolaire. Toutes ces personnes-là, nous, les élus, eh bien, on est à la croisée de tous ces mondes qui, parfois, vivent des vies parallèles. Et ça peut même se passer au sein d'un même quartier, c'est-à-dire que vous avez dans un groupement de logement social d'un côté et puis des copros toutes neuves de l'autre, ben, c'est pas du tout les mêmes publics qui parfois à une rue d'intervalle ne se parlent pas. Et nous, les élus, eh bien, on est au service de tous ces gens-là. Et Jérôme Fourquet le dit aussi, et je voulais le citer parce que je trouvais que c'était intéressant pour prolonger ce qu'on disait. Tout se passe comme si une grande partie des élites avait d'ores et déjà fait une croix sur des pans entiers de l'archipel, des possessions peu attractives et peuplées par une population aux mœurs et aux modes de vie d'un autre temps. Et il dit, ces îles populaires ressentent intuitivement ce dédain et cette morgue. Et vous le disiez aussi, finalement, la désaffection pour les gens des politiques, c'est aussi parce que je pense qu'un certain nombre de nos concitoyens ressentent une forme de mépris à leur égard. Et ça, c'est un gros sujet. Par ailleurs, je voulais aussi dire, en citant Emmanuel Mounier, que nous, les élus, on ne s'engage jamais que dans des combats discutables et sur des causes imparfaites. J'aime bien cette idée qui développe de on met les mains dans le cambouis, en fait, et honnêtement, un certain nombre de gens, enfin, j'imagine que c'est le cas pour vous aussi, mais disent, mais je sais pas comment tu fais pour t'engager dans ce monde politique, parce que franchement, ça fait pas envie. Et en fait, je pense que chacun d'entre nous qui nous engageons, on sait pourquoi on le fait, effectivement, parce qu'on est habité par des convictions, et on s'engage dans un contexte difficile pour des causes imparfaites. Mais à partir du moment où on s'engage pour ces causes, j'avais envie de m'arrêter avec vous sur la question de l'attitude et de la posture que nous, les politiques, on se doit d'avoir. Alors, je rappelle quand même en préambule qu'on est des citoyens et des citoyennes comme les autres, hein, ni mieux ni moins bien, comme les autres. Mais on dit souvent en politique, il faut aimer les gens pour faire de la politique. Je pense que mes collègues partageront ce point. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer les gens appliqué à la vie politique ? Et j'avais envie de réfléchir un peu avec vous là-dessus. Je voulais mentionner des points qui me paraissent importants. Vous avez parlé notamment de violence un peu et de violence dans les réseaux sociaux. C'est vrai que la politique, c'est un monde difficile, on ne va pas se le cacher. Hein. C'est pas... Alors, il y a des aspects extrêmement gratifiants aussi, hein, qui font qu'on tient dans la durée. Puis, il y a des aspects ingrats, vous disiez ? D'ingratitude. Oui, c'est parfois assez ingrat, on peut le dire. Même si, comme je le dis, il y a aussi des côtés très gratifiants. Mais je voulais
voulais rappeler l'importance en fait du dialogue et du respect du pluralisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire respecter les convictions des uns et des autres, se dire que ok, on n'a pas forcément les mêmes convictions ici même sur ce plateau, mais on peut se respecter là-dessus et on peut aussi, c'est important je crois, laisser les gens s'exprimer sans les couper. Il y a la question, croire aussi, et je pense que chacun d'entre nous, finalement, on le vit dans nos territoires parce que la politique, c'est une forme de pragmatisme. C'est aussi accepter que les idées, elles peuvent être bonnes de droite, de gauche, d'où qu'elles viennent. On peut prendre des bonnes idées, parfois s'en inspirer, les faire siennes et les retraduire dans un territoire. La notion, à mon avis, importante aussi d'éviter des polémiques inutiles. On le voit tous les jours dans cette société de médias en continu. Moi, je suis parfois frapper les polémiques qui sont nourries, renourries jusqu'à la nausée. Est-ce qu'on est obligé de s'infliger ça collectivement? Est-ce que ça fait avancer le débat de s'arrêter sur les petites phrases, les reprendre, les démultiplier? C'est une question. Il y a pour moi un enjeu important, nous, qu'on se doit de relever, les politiques, c'est la question de la considération pour nos citoyens. Vous l'avez dit de différentes manières, mais comment... Alors, bon, en temps de Covid, c'est plus compliqué, mais comment on serre la main aux gens, on les regarde dans les yeux, on les considère. C'est un peu... Ça m'évoque la petite phrase de Bernadette à Lourdes qui parlait de la Vierge Marie en disant elle m'a regardée comme une personne. Effectivement, les gens avant d'être riches, pauvres, blancs, noirs, malades, handicapés, c'est des personnes qu'il nous faut considérées comme telles. La question aussi qui me semble importante d'accepter de se tromper, de savoir faire preuve d'humilité, de reconnaître, et c'est un paradoxe que le politique ne peut pas tout toujours, mais qu'en même temps, il faut tout faire et tout mettre en œuvre, tous les leviers que nous on a, et on en a quand même un certain nombre, pour faire avancer des situations, trouver des solutions. Vous disiez, vous êtes une ville de solutions, et je crois effectivement que c'est une partie de notre plus-value, c'est d'être en capacité d'aller chercher des solutions expérimentées. Vous disiez, Madame Dufay, expérimenter, et je pense qu'effectivement, il y a un vrai enjeu à favoriser l'expérimentation dans les territoires, parce que un certain nombre de solutions, elles viendront d'en bas et pas des plus hautes sphères de l'État. Et puis un autre point, alors oui, qui me paraît important, nous les politiques, puisque la question qui nous est posée au départ ce matin, c'est la mission des responsables politiques pour refaire société en France. Je crois qu'il y a un sujet aussi important, la nécessité d'avoir un langage simple. Aujourd'hui, on est dans des univers où on a l'impression parfois d'être bouffé par la technostructure qui nous parle un langage incompréhensible et c'est d'autant plus vrai quand on est face à des personnes qui n'ont pas eu la chance de faire beaucoup d'études, etc. Il faut absolument, je crois que nous, on ait des mots simples pour expliquer nos politiques, qu'on ne se perde pas dans des concepts incompréhensibles qui finalement éloignent l'action publique des gens, parce que finalement, quand on parle des langages compliqués, eh bien, les gens vous disent ouais, mais enfin moi j'y comprends rien à ce que vous me dites, vous parlez chinois, et finalement on se décrédibilise nous-mêmes finalement. Et je crois que ça c'est un des points sur lesquels il nous faut être attentifs collectivement. Un autre point, c'est la question de l'exercice des responsabilités. Je crois que c'est important d'être attentif au caractère collectif des responsabilités. Quand on fait de la politique, évidemment, on peut avoir son agenda personnel propre. En revanche, on est au sein d'équipes. Et c'est important, je crois, de travailler la dynamique d'équipe, parce qu'il faut s'entourer de talents, et c'est tous ensemble qu'on peut résoudre des problèmes. Et c'est pas soi tout seul qui allons trouver les solutions. Et je crois que ça, c'est un point important. Et c'est un peu ce que disait Grégoire Catta vendredi. On a une responsabilité à transformer nos relations interpersonnelles avant de transformer les structures. Et ça, j'y crois beaucoup, même si c'est un exercice de longue haleine, de tous les jours, qui demande aussi de l'effort et de l'exigence. Je voulais relever 2 points. Oui, la question de l'abstention qui est très forte sur un certain nombre d'élections, ça montre bien ça montre bien que finalement les citoyens, et on l'a tous vécu souvent sur un certain nombre d'élections, et je pense pour ma part aux élections départementales, pour vous aux élections régionales, c'est des élections où les taux d'abstention sont très forts, et en fait les gens vous disent d'abord, 1, on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop ce que vous faites, et 2, en plus, qu'est-ce que ça va changer? Je ne sais pas, donc je ne me déplace pas, je vais à la piscine, je fais autre chose de mon dimanche. Mais ça, c'est un gros sujet pour nous, et puis ça appelle à l'humilité aussi, parce que quand on se fait élire avec un score qui finalement est assez faible, on se dit quelle est notre représentativité. Bon, ça interroge, mais
Et donc, il y a un certain nombre, je pense, de leviers à activer pour combattre l'abstention. Mais je voulais aussi donner un autre point sur les campagnes électorales. Parfois, nous, les hommes et femmes politiques, on en a tous vécu un certain nombre, on livre des images déplorables pendant les campagnes électorales. Pas toujours, bien sûr, parce qu'on a des projets à défendre, on a des citoyens à aller chercher, on a un bilan à défendre. Donc, on a des choses vraiment positives à mettre en avant. Mais parfois, le pendant, c'est que, et on en a tous vécu, je pense, des campagnes dures où on se castagne avec nos adversaires. Et finalement, des citoyens nous disent aussi, enfin bon, vous êtes gentils, mais finalement, vous vous auto-détruisez, on va dire. Et je crois qu'il y a cette attention aussi à cette question à se poser avec nos adversaires, comment on interagit. Et assez rapidement, puisque le temps passe toujours plus vite que ce qu'on aimerait, sur les leviers, je crois que ce qui est important aussi et on pourra revenir aussi sur cette idée que dans les évolutions qu'on peut constater, il y a la question des électeurs consommateurs. On sent parfois que les électeurs, il y a un changement. Ils nous disent en gros, j'ai voté pour vous, donc moi j'attends ça. Et sauf que nous, on n'est pas un guichet qui va donner des résultats. Et donc cette idée-là, elle nous interroge aussi. Donc, quel levier on peut nous activer pour avoir des résultats? Parce qu'au fond, les politiques, il faut qu'on ait des résultats. D'ailleurs, si on n'a pas de résultats, on n'est pas réélu. Mais ça, c'est un premier point. Mais pour avoir des résultats, je crois qu'il y a deux, trois pistes que je voulais donner avant d'arriver au débat. La question de comment on inclut mieux et davantage les publics concernés par les politiques publiques. Comment on inclut mieux les jeunes dans la conception d'une politique publique qui les concerne, les personnes précarisées dans la conception d'une politique qui les concerne, les personnes âgées dans la conception d'une politique qui les concerne. C'est des choses, on sent que tout ça arrive dans l'agenda des politiques, ça fait évoluer nos manières de travailler aussi, et ça permet, je crois profondément, d'avoir des résultats plus pertinents, parce qu'on est plus pertinent dans les réponses qu'on apporte aux gens. Question de l'option préférentielle pour les pauvres, comment est-ce que nous, les politiques, on met les pauvres au cœur de notre boussole, les personnes les plus précaires au cœur de nos réflexions d'élaboration des politiques publiques, comment on ne les oublie pas dans la conception de nos politiques. Un troisième point, vous l'avez mentionné aussi, la question de la prévention en général. Souvent, dans les politiques publiques, on agit en aval et pas assez en amont. Je pense à la question du soutien à la parentalité, je pense à la question de la petite enfance. Parfois, le département, par exemple, s'occupe de l'aide sociale à l'enfance. Mais comment est-ce que collectivement, on arrive à être plus pertinent en amont pour pas avoir des jeunes fracassés à 18-20 ans à récupérer et pour lesquels il faut tout reprendre ça. C'est des gros sujets, la question de la prévention en santé en général, par exemple. Et puis, vous le disiez, et j'en terminerai par là peut-être, parce qu'effectivement, le temps passe, c'est comment est-ce que aussi nous, les élus locaux, qui sommes ancrés dans un territoire, peu importe la strate, on est facilitateur, on met en lien, on connecte les gens, que ce soit le monde des entreprises, le monde des jeunes, des associations, des particuliers aussi, parce qu'on le voit en cette période de crise, il y a beaucoup de particuliers qui n'étaient pas plus engagés que ça avant et qui se disent, bon, bah, moi aussi, je vais prendre ma part. Et comment nous, les acteurs publics, on met tous ces gens en lien pour faire prendre la mayonnaise et pour que finalement la solidarité, il y ait une saine émulation au sein de notre territoire.